Maïté nous a écrit en disant « Je supporte de moins en moins le savon qui m'assèche la peau. J'ai lu que se laver sans savon pourrait être bénéfique pour la peau. Qu'en est-il? Est-ce que c'est équivalent ?» Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est surprenant comme question. Est-ce que se laver sans savon, tellement on en a marre, est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait un mouvement qui s'était lancé. On avait le no soap, donc le sans savon. C'était un peu le pendant du no poo, pas de shampoing. En gros, l'idée, c'était d'arrêter tous les produits, donc savon, shampoing, en se disant qu'ils seraient trop agressifs pour le film hydrolipidique, le film qui protège la peau. Et ça serait donc le fait de ne pas utiliser de savon, une forme de protection. Ça limiterait les produits chimiques, ça permettrait d'adopter une routine plus saine. Et puis derrière, il y avait aussi un peu l'argument écologique, voilà, moins de savon, moins de pollution. Alors dit comme ça a l'air plutôt intéressant, mais la vraie question, c'est qu'en pensent les dermatologues? Exactement. Donc pour le docteur Anne Bellu du syndicat des dermatologues vénérologues, eh bien non, ça n'est pas équivalent. Le savon a une vraie fonction. À l'intérieur, vous avez des agents nettoyants. On vous a schématisé une petite douche. Voilà, vous voyez, eh bien, les agents nettoyants plus l'action mécanique du lavage, tout ça, ça va enlever ce que vous avez accumulé, la pollution, la poussière, la transpiration, les crèmes et puis toutes les petites peaux mortes qu'on accumule. Donc, mine de rien, le savon a un vrai rôle. Et pour les zones odorantes comme les aisselles, les plis ou encore les pieds, eh bien, l'eau ne suffit pas à éliminer ces bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs. Donc là aussi, le savon a un rôle. Et la dermatologue a une belle métaphore. C'est un peu comme laver la vaisselle sans liquide vaisselle. C'est vrai que ça ne fonctionne pas. Ça pas. donne une idée. Ça, Voilà. ouais, c'est pas terrible. Alors, quelle solution on peut donner justement quand la peau ne supporte pas le savon classique? Alors, pour les peaux très sensibles, c'est vrai qu'il faut éviter tout ce qui est savon trop agressif. Donc, par exemple, vous avez le savon de Marseille, le savon d'Alep, vous avez aussi certains gels douche qu'on peut trouver en supermarché. Eh bien, ils peuvent être un peu décapants et donc ça peut favoriser sécheresse et tiraillement et altérer la barrière cutanée. Mais en revanche, vous avez aussi des produits qui, eux, sont plus respectueux de la peau. Donc, vous avez ces huiles lavantes. Joël, je crois que vous l'utilisez. Oui, à la maison. Vous en êtes contente? Oui. Ouais, moi, C'est mon mari qui l'utilise. Ah, voilà. En tout cas, voilà, ça c'est bien parce que ça nettoie, ça laisse un petit film de protection. Vous avez aussi tout ce qui est savon sans savon, qu'on appelle les syndettes aussi. Le pH proche de celui de la peau, autour de 5,5, et ça nettoie sans décaper. Alors aussi quelques petits conseils, si le savon vous irrite trop, eh bien ça serait de préférer la douche tiède à la douche chaude, ça va aider un peu la peau. On peut aussi alterner les jours. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de se décaper tous les jours toute la peau. On peut faire par exemple un jour avec savon, un jour sans savon. Et certains jours, on fait juste une toilette des zones odorantes et on laisse le reste de la peau tranquille. En gros, ce qu'il faut, c'est un équilibre. Pas besoin de se décaper tous les jours, pas besoin non plus de passer, et on évite même de passer à tous les jours sans savon. Comme ça, notre peau, elle est propre, elle est équilibrée, elle ne tiraille pas. Eh bien, merci de toutes ces explications. On passe à notre dossier du jour. Elles sont indissociables de l'été et des vacances. Et oui, ce sont les glaces, bien sûr. Alors, que contiennent-elles exactement? Les sorbets sont-ils plus sains que les crèmes glacées? Mieux vaut un granité ou une glace à l'eau? On en parle avec nos deux invités. Et nous sommes toujours avec notre experte Sophie Janvier, diététicienne nutritionniste. Et nous sommes ravis d'accueillir Henri Guittet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Glaced, vous êtes artisan glacier à Paris. Ça se situe où votre boutique? On a 3 boutiques, dans le 9e, dans le 5e et dans le 15e. Eh bien voilà, 3 raisons d'aller manger des glaces. Et une 4e avec ce livre que vous avez écrit, La glace de nos rêves. C'est publié aux éditions First. Alors vous nous avez amené des petites glaces. Je vous laisse tranquillement peut-être les sortir parce qu'elles ont l'air plutôt pas mal. Ouais. Petit tour de table. Glace versus sorbet. Qu'est-ce que vous préférez, Rime? Glace. Glace. Moi, je suis très gourmande, donc glace. Glace, quel parfum? Pistache, j'adore. Vanille, j'adore. Noisette, j'adore. Voilà. Sophie Janvier. Moi, j'adore la glace au yaourt et le sorbet à la fraise. Glace et yaourt, sorbet à la fraise. Joël? Pas de sorbet, glace, mais pas aux fruits. Seulement parfum, café, chocolat, caramel. Mais j'aime pas avec des fruits. Ah ok, d'accord. Mais une bonne glace chocolat, c'est vrai que c'est bon. Sophie Janvier, est-ce qu'on peut juste, pour bien comprendre de quoi on parle, rappeler la différence glace versus sorbet? En vérité, glace, c'est un terme assez générique qui va rassembler tous les desserts glacés. Mais souvent, dans le langage commun, c'est confondu avec crème glacée. Donc, quand on parle de glace à la vanille, par exemple, c'est un produit qui va contenir de la matière grasse laitière, du lait, de la crème, parfois des œufs. À l'inverse du sorbet, qui, lui, va contenir de la purée de fruits, de l'eau et du sucre, principalement. Il y a la glace à l'eau.
qui va être à peu près sur le principe du sorbet, mais souvent c'est fait avec des jus concentrés, voire des arômes naturels ou artificiels. Et le granité, c'est un peu un sorbet aussi, mais qu'on va avoir râpé un petit peu avant. Voilà. Henri Guittet, vous êtes artisan glacier. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez comme type de glace? Qu'est-ce que vous faites justement dans votre boutique? Nous, en fait, notre axe de création, on fait des alliances. Donc là, on fait une alliance entre l'orange sanguine et la bergamote. Orange sanguine, bergamote. Ok. Alors, quelque chose de très rafraîchissant, donc pas du tout sur la pistache. Là, ça c'est... Mais raffiné, voilà. Ouais. En fait, le but, c'est de créer des parfums qui ont un sens et d'allier, en fait, un arôme, un fruit, un légume, une épice, parfois un alcool avec modération, ou des infusions de plantes et de feuilles. Donc ça, c'est la première. Orange sanguine, bergamote. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on trouve dedans exactement? Orange sanguine, bergamote, eau, sucre. Basta. Voilà. Donc, liste d'ingrédients très courte, la liste simple, courte, efficace. elle est compréhensible par tout le monde, elle est reproduisible à l'infini en cuisine, chez soi, pas de problème. Ça sent très bon. Ça sent un peu. Ah, ça sent très très bon. Oh, ça donne envie. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Ici, ça c'est framboise, plein fruit, donc plus de 50% de framboise. Citron, donc jus de citron bio, jaune et vert, et sumac. Donc sumac, c'est une épice qui a un côté qui acidifie un petit peu le sorbet framboise et qui fonctionne très bien avec les enfants. Très bien. Ah ben voilà, allez hop, c'est parti. Allez, c'est parti. Et on appelle ça la dirty berry. Exactement. On sort des pleins fruits, framboise, On lui sumac. donne un petit nom. Chaque parfum, on leur donne un petit nom dérivé de la culture rock. Et ça, on a Pump Up the Volume, d'accord? Là, on en met un petit peu plein le cornet. C'est mangue et piment d'Espelette. Donc là, le but, en fait, nous aussi, c'est d'essayer de travailler les parfums un petit peu comme des cocktails et d'essayer de réveiller un peu la mangue qui, parfois, à haute dose, est un peu douceâtre, d'accord? Mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous essayez plein d'épices, plein de fruits et vous testez... On a un grand fait-tout, on jette tout dedans et après, on regarde. Oui, en fait, il y a beaucoup de recherche et de développement sur ce qu'on veut faire passer comme message et comme goût, et travailler aussi sur le niveau de sucre et la perception sucrée, d'accord? Parce qu'une glace a besoin de sucre pour être correcte, pour tenir. Mais on peut jouer sur la perception sucrée en choisissant de travailler l'acidité avec le sumac ou le côté un peu épicé avec le piment d'Espelette. Alors, vous faites de l'assaisonnement un peu. On fait un peu de la cuisine glacée. Oui. Exactement. Alors, on va revenir justement, parce que vous avez deux autres glaces qu'on a vraiment pas mal. Donc, une au popcorn qui me fait un peu de... Celle-là, c'est la... Mais avant ça, Sophie, est-ce qu'on peut peut-être rappeler la différence sur le plan calorique entre la glace et le sorbet, parce qu'on entend que l'une est plus sucrée que l'autre ou l'une est plus grasse que l'autre. Oui, on va regarder ça dans le détail. Donc, en fait, en termes de calories, c'est vrai que le sorbet va être un petit peu moins calorique. En général, pour une boule de 50 grammes, on sera autour de 60 à 75 grammes. Pourquoi c'est moins calorique? Parce qu'il n'y a pas de matière grasse par rapport à la crème glacée qui, elle, en contient pour une boule à peu près l'équivalent de 3 à 6 grammes, à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de crème. En revanche, le sorbet est souvent un petit peu plus sucré, 12 à 14 grammes de sucre pour une boule, ce qui fait à peu près 2 à 3 morceaux de sucre. Donc voilà les principales différences entre crème glacée et sorbet. Mais quand on achète une glace industrielle, il ne faut pas se fier qu'à ses valeurs nutritionnelles. Il faut aussi regarder sur les étiquettes la liste des ingrédients. Et c'est important d'acheter un produit dont le premier ingrédient soit de la matière grasse laitière, du lait, de la crème pour une glace ou crème glacée, soit du fruit pour un sorbet. Donc pour un sorbet, il faudrait minimum 25 à 45% de fruits. On aura au-delà de 45% un sorbet dit plein fruit. Et puis pour les crèmes glacées, il faut au moins 5% de matière grasse laitière. Attention à la teneur en sucre et en lipides qui peut vite grimper. Au-delà de 22 grammes, c'est quand même un peu beaucoup pour 100 grammes. Et au-delà de 15 grammes de lipides, c'est quand même aussi un produit très gras. Regardez bien la longueur de la liste. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Il y a souvent la présence de sirop de glucose, fructose ou d'autres additifs comme émulsifiants, stabilisants. Et ça en fait, dans ce cas-là, des produits ultra transformés.